Jean-Paul Belmondo naît le 9 avril 1933 à Neuilly-sur-Seine, dans une France encore marquée par les séquelles de la Grande Guerre et les incertitudes d'un monde qui s'apprête à basculer de nouveau dans la tourmente. Dès le départ, son destin semble tracé par l'art, car son père, Paul Belmondo, est un sculpteur reconnu, héritier d'une tradition classique qui lui vaut le respect du monde artistique. Sa mère, quant à elle, nourrit la maison d'une chaleur discrète et d'un goût pour la culture qui imprègne l'enfant. Dans ce foyer, la création est une respiration naturelle, mais Jean-Paul ne s'y conforme pas tout de suite. Il se cherche, il observe, il doute, il grandit en se frottant à la vie avec ce mélange d'insolence et de curiosité qui marquera toute son existence. Son enfance est à la fois protégée par la notoriété de son père et traversée par des incertitudes. Il n'est pas un élève modèle et les bancs de l'école ne parviennent pas à canaliser son énergie débordante. Déjà, l'enfant préfère le mouvement à la discipline, l'imagination à l'étude. Les professeurs le jugent souvent distrait, peu appliqué, mais ce qu'ils ne voient pas, c'est que Jean-Paul n'est pas fait pour répéter des leçons. Il est fait pour vivre, pour expérimenter, pour mordre dans le réel avec appétit. Très tôt, il se passionne pour le sport et notamment pour la boxe. Ce sport de contact, brutal et exigeant, devient pour lui une école de courage et de ténacité. Dans le ring, il apprend la résistance, la douleur et le goût de la victoire, mais aussi l'humilité des défaites. Ces valeurs ne le quitteront jamais et façonneront plus tard son rapport au cinéma. Ne jamais reculer, se relever après chaque chute, avancer coûte que coûte. La boxe lui donne une allure d'aventurier, un corps habitué à la dépense physique et surtout une confiance en lui qui viendra contrebalancer son physique atypique. Car Jean-Paul n'a pas le visage lisse des jeunes premiers que le cinéma des années 1950 adore mettre en avant. Son nez cassé, ses traits irréguliers, son sourire insolent lui donnent une allure de voyou plus que de prince charmant. Dans un monde où la beauté académique est encore une exigence, Belmondo va devoir imposer son charisme brut, sa vérité intérieure, plutôt que de se reposer sur un masque de perfection. C'est là, déjà, que naît la force de son mythe. Il incarne l'anti-héros séduisant parce qu'il est vrai, parce qu'il ne cherche pas à plaire, mais à exister. Son rapport à l'art se construit aussi dans l'ombre de son père. Paul Belmondo, respecté mais exigeant, voit d'un œil inquiet les errances scolaires de son fils. Pourtant, il comprend que Jean-Paul porte en lui un tempérament artistique, mais qu'il lui faudra trouver sa voie par lui-même. La sculpture n'est pas son domaine, le marbre et le bronze ne l'attirent pas, mais le théâtre commence à éveiller en lui une curiosité insoupçonnée. Sur scène, il retrouve quelque chose de la boxe, l'affrontement, le risque, la mise à nu, le rapport direct avec un adversaire qui cette fois n'est pas un boxeur, mais un public avide d'émotions. À la fin de son adolescence, Jean-Paul Belmondo se tourne donc vers le théâtre, presque par défi, presque pour prouver à ceux qui doutaient de lui qu'il n'était pas un enfant perdu. Il suit des cours, s'essaie à de petites pièces et découvre un univers où il peut enfin canaliser son énergie débordante. Mais le chemin sera semé d'obstacles. Au Conservatoire de Paris, les critiques sur son physique reviennent à une condamnation. On lui répète qu'il ne sera jamais un premier rôle, qu'il n'a pas la beauté nécessaire pour séduire le public. Mais loin de l'abattre, ces remarques deviennent son moteur. Car Jean-Paul Belmondo n'est homme à se laisser enfermer dans un jugement. Là où d'autres auraient abandonné, il décide de transformer sa différence en arme. Sa gouaille, son sourire, sa spontanéité deviennent tes alliés. Il comprend que lieu d'imiter, il doit incarner. Que lieu de jouer un rôle lisse, il doit imposer sa personnalité. Et c'est ainsi qu'il pose, sans le savoir encore, les bases de sa carrière. Une carrière fondée non pas sur une image fabriquée, mais sur une authenticité brute, indomptable. Dans cette jeunesse où se croisent le sport, l'art, les doutes et la volonté de briller, Belmondo forge déjà ce qui fera de lui une légende. Il n'est pas encore Bébel, le chouchou des Français, mais il a déjà cette étincelle que rien ne pourra éteindre. Il sait qu'il doit aller de l'avant, même si la route est incertaine. Et dans cette détermination farouche de ne pas plier, dans cette soif d'exister malgré tout, se dessine le portrait d'un futur géant du cinéma. Dans le Paris de l'après-guerre,
Un jeune garçon au sourire espiègle et au regard pétillant déambulait dans les rues encore marquées par les cicatrices du conflit. Ce garçon, c'était Jean-Paul Belmondo, né le 9 avril 1933 à Neuilly-sur-Seine, dans une famille où l'art et la sensibilité occupaient une place de choix. Son père, Paul Belmondo, était un sculpteur de renom, respecté dans le monde artistique, et sa mère, Madeleine, était peintre. Dès l'enfance, Jean-Paul baignait dans une atmosphère où les formes, les couleurs et la création s'imposaient comme une évidence. Pourtant, au milieu de ce cocon artistique, il se distinguait par son tempérament vif, son humour précoce et une énergie débordante presque difficile à canaliser. Jean-Paul n'était pas ce qu'on appellerait un élève modèle. À l'école, il préférait les éclats de rire aux leçons rigides, les jeux de cours aux heures d'études. Ses professeurs le trouvaient indiscipliné, parfois rêveur, souvent dissipé, et certains le considéraient même comme perdu d'avance pour les études classiques. Mais ce qui pouvait passer pour de la légèreté cachait en réalité un appétit de vie insatiable, une curiosité immense, et surtout un besoin irrépressible de s'exprimer autrement que par les cahiers et les devoirs. Déjà, son visage animé et ses gestes expressifs semblaient faits pour captiver une audience. Son adolescence fut marquée par une passion grandissante pour le sport. Jean-Paul se lança avec ardeur dans la boxe, discipline exigeante, qui lui permit d'évacuer son énergie débordante et d'affirmer sa force de caractère. Sur le ring, il apprit la discipline, le courage, mais aussi le goût du dépassement de soi. Mais la boxe, si elle forgeait ses muscles et son esprit, ne suffisait pas à combler son besoin d'expression. Quelque chose en lui le poussait vers la scène, vers cet espace magique où les émotions pouvaient se déployer et toucher les autres. C'est au théâtre qu'il découvrit cette vocation. Fasciné par la puissance des mots et des gestes, Jean-Paul décida de suivre cette voie, malgré les doutes qui pesaient sur lui. Car si son tempérament naturel semblait taillé pour séduire un public, ses premiers pas dans l'apprentissage furent difficiles. Sa diction était jugée maladroite, son attitude parfois trop décontractée, presque insolente. Plusieurs fois, on lui répéta qu'il n'avait pas l'étoffe d'un comédien, qu'il ne ferait jamais carrière dans ce milieu où la rigueur et la technique primaient. Mais à chaque refus, à chaque critique, Belmondo répondait par une détermination renouvelée. Il ne se décourageait pas, au contraire, il redoublait d'efforts, conscient qu'il possédait une arme secrète, celle de son charisme brut et de son authenticité. Son entrée au Conservatoire national supérieur d'art dramatique, après plusieurs échecs, fut une victoire personnelle, presque une revanche contre ceux qui doutaient de lui. Pourtant, même au sein de cette institution prestigieuse, il resta un électron libre, refusant de se plier aux règles strictes qui bridaient son tempérament. Il admirait des figures comme Gérard Philipe, mais refusait d'imiter qui que ce soit, préférant suivre son propre instinct. Ce qui faisait sourire certains professeurs agaçait profondément d'autres. Mais déjà, ce style unique, mélange d'ironie, de décontraction et de vitalité, dessinait les contours de ce qui allait devenir la marque Belmondo. Ainsi, derrière l'insouciance apparente de ces jeunes années, se construisait peu à peu une trajectoire singulière, nourrie de passion, de frustration, de rire et de combat. L'enfant indiscipliné devenait un jeune homme prêt à se battre pour imposer son style, à prouver que le théâtre et le cinéma avaient besoin d'un souffle nouveau, loin des conventions figées. Ce souffle, ce vent de liberté, ce serait lui, Jean-Paul Belmondo, bientôt surnommé Bébel, un nom qui allait résonner comme une promesse d'audace et d'aventure. La fin des années 1950 marqua pour Jean-Paul Belmondo une période de bascule, un moment où son tempérament rebelle et son énergie brute rencontrèrent enfin l'opportunité de s'exprimer à la hauteur de son talent. Alors qu'il peinait encore à convaincre certains metteurs en scène traditionnels, il fit la rencontre d'un mouvement artistique naissant qui allait bouleverser le cinéma français et inscrire son nom dans la légende, la Nouvelle Vague. Ce courant, porté par de jeunes cinéastes audacieux comme François Truffaut, Claude Chabrol et surtout Jean-Luc Godard, cherchait à briser les codes poussiéreux du cinéma d'avant-guerre, à injecter dans l'écran la vie telle qu'elle était, dans toute sa spontanéité, ses contradictions et ses éclats de vérité. Pour Belmondo, ce fut une révélation. Lui qui avait souvent été rejeté pour son physique jugé trop atypique, pour son allure de boxeur et son nez cassé,
trouva enfin un univers où cette singularité devenait une force. Les cinéastes de la nouvelle vague ne cherchaient pas des visages lisses, ils voulaient des personnalités, des êtres capables d'incarner la liberté, la jeunesse, la rupture avec l'ancien monde. Et Belmondo, avec son mélange d'insolence, de nonchalance et de magnétisme, incarnait à la perfection cette révolte tranquille. Il n'était pas un acteur formaté, il était la vie qui débordait, l'énergie brute de la rue qui s'invitait dans l'art. C'est en 1960 que sa carrière prit un tournant irréversible grâce À bout de souffle, le film culte de Jean-Luc Godard. Aux côtés de Jean Seberg, Belmondo y incarna Michel Pouicard, un petit voyou insolent et désinvolte qui séduisait par son audace autant qu'il agaçait par son cynisme. Ce rôle fit exploser son image au grand public et révéla au monde entier une nouvelle figure masculine, loin du héros classique, un homme imparfait, imprévisible, mais terriblement charismatique. Sa gestuelle, sa manière de fumer, de sourire, de marcher dans les rues de Paris, tout semblait improvisé, libre, presque arraché à la vie réelle. Les spectateurs étaient fascinés, et la critique salua cette incarnation d'un nouveau style, d'une modernité insolente. Avec ce film, Belmondo devint le visage de toute une génération. Il représentait cette jeunesse qui voulait respirer, qui refusait les carcans, qui cherchait à vivre intensément, quitte à se brûler. La France, encore marquée par les ombres de la guerre et plongée dans les mutations sociales des Trente Glorieuses, trouvait en lui un miroir vibrant de ses contradictions, à la fois insouciant et grave, libre et menacé, séduisant et dangereux. Belmondo incarnait cette époque mieux que quiconque, et le cinéma lui offrait enfin une tribune à la hauteur de son tempérament. Après le succès immense de À bout de souffle, les propositions affluèrent. Mais Belmondo, fidèle à son instinct, refusa de se laisser enfermer dans un rôle unique. Il collabora avec d'autres grands noms de la nouvelle vague, tels que Truffaut dans La Sirène du Mississippi ou encore Claude Sautet. Mais il resta surtout marqué par ses collaborations avec Godard, qui voyait en lui l'acteur capable d'incarner le chaos, la poésie et la brutalité du monde moderne. Chacun de ces rôles devenait une exploration de la liberté, une mise en scène de ce qui échappait au code. Ce qui frappait, c'était cette impression d'authenticité permanente. Belmondo ne jouait pas un rôle dans le sens classique. Il semblait vivre devant la caméra. Sa spontanéité, sa désinvolture apparente, ses éclats de rire ou de colère n'étaient pas des artifices, mais une vérité nue qui captivait le spectateur. Il n'était pas un acteur dans la tradition théâtrale française, il était un homme libre filmé par un objectif, et c'est cette liberté qui devint sa marque de fabrique. La percée de Belmondo dans la nouvelle vague n'était pas seulement celle d'un acteur, elle symbolisait une transformation profonde du cinéma et de la société française. Il devenait le héros moderne, fragile et insolent, une figure qui annonçait le basculement vers un monde plus ouvert, plus imprévisible. Chaque film, chaque réplique, chaque geste marquait un pas de plus dans la construction d'une légende, et des gens pressentaient que cet acteur qui refusait de se plier au code allait devenir bien plus qu'une étoile éphémère du cinéma d'auteur, il allait s'imposer comme un monument populaire, aimé du public autant que respecté par les cinéastes. Ce chapitre de sa vie fut donc celui de la révélation, de l'explosion, de l'entrée fracassante dans l'histoire du cinéma. Jean-Paul Belmondo, l'enfant turbulent devenu comédien contesté, se transformait en icône. Et cette icône allait bientôt franchir les frontières de la nouvelle vague pour s'imposer dans des genres variés, des films d'action aux grandes fresques populaires, toujours avec ce même éclat de liberté, cette joie de vivre, cette intensité qui faisait de lui un acteur unique. Les années 1960 et 1970 marquèrent l'entrée de Jean-Paul Belmondo dans une dimension nouvelle, celle de l'âge d'or, du cinéma populaire, de la reconnaissance à la fois critique et surtout populaire. Après avoir été la figure de proue de la nouvelle vague, Belmondo décida de ne pas rester cantonné à un cinéma élitiste. Avec son instinct sûr, il comprit que sa force résidait aussi dans sa capacité à séduire un public large, à devenir ce visage familier que les spectateurs viendraient retrouver avec joie, film après film, comme on retrouve un ami.
Ainsi naquit le Belmondo des grandes fresques, des comédies d'action, des polars haletants, un acteur qui allait régner sur le box-office français pendant 2 décennies. Ce passage vers le cinéma populaire ne fut pas un renoncement, mais un élargissement. Belmondo n'abandonna jamais la liberté qu'il avait trouvée auprès de Godard et de Truffaut, mais il choisit de mettre cette liberté au service d'un cinéma plus accessible, plus direct. Ses rôles devinrent variés, aventurier charmeur, policier désabusé, séducteur incorrigible ou encore homme ordinaire plongé dans des situations extraordinaires. Chaque fois, il apportait ce mélange unique de force physique, de malice et de tendresse qui le rendait irrésistible aux yeux du public. L'une des grandes forces de Belmondo, c'était sa capacité à se mettre lui-même en danger pour ses films. Refusant d'être doublé, il tenait à réaliser la plupart de ses cascades, parfois au péril de sa vie. Sauter d'un toit, s'accrocher à un hélicoptère, courir sur des trains lancés à pleine vitesse, rien ne semblait l'effrayer. Ce goût du risque ajoutait une dimension de vérité à ses rôles. Les spectateurs savaient que ce n'était pas un cascadeur, mais bien Bébel lui-même qui affrontait le danger. Cela renforçait l'admiration, créait un lien d'authenticité avec le public et faisait de lui un héros presque mythologique. Au cours de cette période, Belmondo enchaîna les succès. L'Homme de Rio, 1964, Le Magnifique, 1973, Peur sur la ville, 1975, autant de films devenus cultes. Dans chacun, il incarnait cette figure d'homme libre, à la fois viril et facétieux, qui faisait rêver autant les hommes que les femmes. Il représentait une sorte d'idéal français, mélange d'élégance décontractée et de courage insolent. Ses répliques, son sourire, son allure physique entraient dans l'imaginaire collectif et marquaient plusieurs générations. Belmondo était aussi un caméléon. Derrière ses cascades et ses rôles spectaculaires, il restait un acteur sensible, capable de nuances profondes. Dans Borsalino, 1970, aux côtés d'Alain Delon, il révéla une facette plus sombre, plus mélancolique, tout en restant charismatique. Ce film, symbole du cinéma français de l'époque, marqua la rencontre de 2 monstres sacrés, chacun incarnant une forme différente de virilité et de séduction. Leur rivalité amicale devint légendaire et nourrissait les conversations de tous les cinéphiles. L'âge d'or de Belmondo fut aussi celui d'une proximité unique avec le public. Là où beaucoup d'acteurs gardaient une distance, lui cultivait une image simple, accessible. On l'appelait Bébel, surnom affectueux qui traduisait l'attachement du public. Il n'était pas seulement admiré, il était aimé. Dans les rues, les gens l'accueillaient avec chaleur, comme s'il faisait partie de leur famille. Il incarnait une France joyeuse, audacieuse, qui croyait encore à l'aventure et aux grands récits populaires. Mais cette période ne fut pas seulement des rires et des exploits. Elle fut aussi traversée par des drames personnels. Derrière le sourire charmeur, Belmondo vivait des histoires d'amour tumultueuses, des séparations douloureuses, des blessures intimes qu'il dissimulait derrière son énergie débordante. Comme beaucoup de stars, il payait le prix d'une vie menée à 100 à l'heure, entre tournages incessants, succès à répétition et tourbillons médiatiques. Pourtant, jamais il ne laissa paraître la fatigue ou le désenchantement. À l'écran, il restait ce héros invincible, ce séducteur insouciant que les spectateurs venaient chercher pour oublier leurs propres difficultés. Les années 70 consolidèrent définitivement son statut d'icône. Belmondo devenait plus qu'un acteur. Il était une figure culturelle, une figure presque nationale. Ses films réunissaient des millions de spectateurs, remplissaient les salles de cinéma, rassemblaient les familles autour de l'écran. Dans un monde en pleine mutation, où les repères changeaient rapidement, il incarnait une stabilité, un repère affectif et joyeux. Le public savait qu'avec lui, l'émotion et l'aventure seraient toujours au rendez-vous. Cet âge d'or consacra donc Belmondo comme l'un des rares acteurs capables de concilier l'exigence artistique et la popularité massive. Il appartenait à tout le monde, aux critiques, aux cinéphiles, au peuple. Et cette universalité, il la portait avec une générosité désarmante. Belmondo, c'était l'acteur que rien ne pouvait arrêter. L'homme qui vivait chaque rôle comme une fête, chaque film comme une aventure, chaque cascade comme une déclaration d'amour à son public. Une époque bénie où il brillait d'une lumière éclatante, au sommet de sa gloire. Les années 1980 marquèrent pour Jean-Paul Belmondo une transition délicate. Celle d'un acteur qui, après avoir régné sans partage sur le box-office français, devait affronter la maturité, les critiques parfois plus dures,
et les premiers signes d'un temps qui passe, inexorable. Mais Belmondo, fidèle à son tempérament de combattant, continua d'avancer, de tourner, de séduire, de prendre des risques, comme s'il refusait obstinément de se laisser enfermer par les limites de l'âge ou par les attentes figées du public et de la critique. Cette période fut donc celle des contrastes, entre triomphes et épreuves, entre éclats de lumière et ombres intimes. Au cinéma, Belmondo demeurait un acteur incontournable. Il poursuivait sur la voie des films d'action et d'aventure, qui avaient fait de lui un héros populaire. Des titres comme Le Professionnel, 1981, marquèrent durablement le public. Dans ce film sombre et intense, il incarnait un agent secret trahi par les siens, un homme seul face à un monde hostile. La scène finale, accompagnée de la musique inoubliable d'Ennio Morricone, reste gravée dans les mémoires comme l'une des plus fortes du cinéma français. Belmondo y montrait qu'il pouvait être bien plus qu'un cascadeur souriant. Il savait aussi donner une profondeur dramatique bouleversante. Pourtant, à mesure que les années avançaient, la critique se montrait plus sévère. Certains reprochaient à Belmondo de se répéter, de privilégier les films commerciaux aux dépens du cinéma d'auteur. Mais lui assumait ses choix. Il voulait avant tout plaire au public, rester proche de ses spectateurs qui l'avaient toujours soutenu. « Je fais du cinéma pour le public, pas pour moi », répétait-il souvent. Ce credo traduisait son attachement profond à cette relation unique qu'il entretenait avec les Français, une fidélité réciproque, qui faisait de lui bien plus qu'un acteur, un compagnon de vie, un visage familier dans les salles obscures. Les années 1980 furent aussi celles des premières blessures intimes. Ses relations amoureuses, souvent exposées, connurent des turbulences. Belmondo, derrière son sourire charmeur, portait en lui une fragilité que peu percevaient. Ses amitiés, notamment dans le monde du cinéma, se distendaient parfois sous le poids des rivalités, des carrières divergentes, des choix artistiques. Mais il gardait toujours cette image de rock, refusant de montrer ses failles, préférant offrir au public l'image du héros indestructible qu'il incarnait si bien à l'écran. À la fin de la décennie, Belmondo commença à se tourner vers des rôles plus introspectifs, plus nuancés. On le vit dans des films qui exploraient d'autres facettes de sa personnalité, où il acceptait de se montrer moins invincible, plus vulnérable. Cette évolution témoignait de son désir de ne pas se laisser enfermer, de continuer à surprendre malgré le poids de l'âge. Mais le public, fidèle, continuait de remplir les salles, confirmant que l'amour pour Bébel ne s'éteigna pas. Les années 1990 allaient apporter leur lot d'épreuves encore plus dures. En 1999, Belmondo fut victime d'un grave accident vasculaire cérébral. Cet événement bouleversa profondément sa vie et celle de ses proches. Lui, l'acteur tout-puissant, l'homme qui avait défié la mort à travers des cascades insensées, se retrouvait soudain confronté à sa propre fragilité. La rééducation fut longue, douloureuse, parfois décourageante. Mais fidèle à lui-même, Belmondo trouva dans cette épreuve une nouvelle occasion de démontrer sa force intérieure. Il refusa de se laisser abattre, affrontant avec courage et dignité ce combat contre son propre corps. Ce drame marqua un tournant irréversible dans sa carrière. Ses apparitions à l'écran devinrent plus rares, mais chacune portait désormais une intensité particulière, une résonance nouvelle. Quand il revint au cinéma, c'était avec l'aura d'un survivant, d'un homme qui avait tout donné, tout affronté, et qui se présentait désormais sans masque. Le public, bouleversé, lui resta fidèle, voyant en lui bien plus qu'un acteur, un frère d'épreuve, un homme qui avait partagé ses joies et ses douleurs et qui avait su incarner la force de l'existence jusque dans ses fragilités. Ces années de maturité et d'épreuve révélèrent donc un Belmondo plus profond, plus humain que jamais. Derrière le héros invincible, derrière l'aventurier souriant, se dévoilait un homme marqué par la vie, par ses blessures, mais toujours debout. Et c'est sans doute là que réside l'ultime grandeur de Jean-Paul Belmondo, dans cette capacité à ne jamais céder, à rester fidèle à lui-même, à continuer à avancer malgré les tempêtes. Une leçon de vie autant qu'une carrière, une incarnation de ce que signifie être véritablement vivant.
Les dernières années de Jean-Paul Belmondo furent marquées par une transition douce et solennelle. L'acteur ne tournait plus avec la même frénésie, mais son aura restait intacte. Sa présence demeurait un événement. Chaque apparition publique était accueillie comme une célébration, comme si le peuple français tout entier voulait lui témoigner sa gratitude pour toutes ces décennies de cinéma, de rires, de frissons, de rêves partagés. Belmondo était devenu bien plus qu'un acteur. Il était un monument vivant, une légende nationale dont la simple silhouette éveillait une tendresse infinie. Malgré les séquelles de son accident vasculaire cérébral, Belmondo continua de se montrer en public, fidèle à son courage et à son sourire. On le vit au Festival de Cannes, recevant de longues ovations debout, preuve éclatante que son lien avec le public ne s'était jamais rompu. Ces moments, empreints d'une immense émotion, rappelaient que l'histoire de Belmondo ne se mesurait pas seulement en film ou en succès, mais en amour partagé. Il n'était pas un artiste isolé dans sa gloire. Il appartenait à chacun, comme une part de la mémoire collective française. Son héritage cinématographique est immense. Belmondo incarna à lui seul une multiplicité de visages. L'acteur de la nouvelle vague, symbole d'audace et de modernité, le héros populaire des films d'action et d'aventure, cascadeur intrépide et charmeur insoumis, l'acteur dramatique, capable de profondeur et de gravité. Cette richesse, cette diversité, explique pourquoi il demeure une figure indétrônable. Chaque génération trouva en lui un reflet. Les jeunes des années 60 voyaient en lui l'incarnation de la liberté, ceux des années 70 et 80 l'idéal d'un héros accessible. Et aujourd'hui encore, ces films continuent de séduire par leur énergie et leur sincérité. Mais l'héritage de Belmondo dépasse le cadre du cinéma. Il incarne une certaine idée de France, joyeuse, audacieuse, élégante sans ostentation, courageuse face aux épreuves. Il fut ce visage familier qui accompagnait les familles dans les salles obscures, ce héros qui faisait rêver les enfants et rassurer les adultes. Il était un ami, un frère, un compagnon, et c'est cette proximité affective qui explique l'immense émotion ressentie lors de son décès, le 6 septembre 2021, à l'âge de 88 ans. La nation tout entière lui rendit hommage. Ses obsèques nationales, célébrées aux Invalides, furent l'occasion pour la France de dire adieu à l'un de ses plus grands enfants. Des milliers de personnes se rassemblèrent pour lui rendre un dernier salut, tandis que les chaînes de télévision rediffusaient ses films, rappelant à tous l'étendue de son talent et la force de sa présence. Cet hommage officiel, rare pour un acteur, témoignait de l'importance de Belmondo dans le cœur des Français. Il n'était pas seulement un artiste, il était devenu un symbole de résilience, de joie de vivre, de liberté. Aujourd'hui encore, son héritage continue de rayonner. Les jeunes générations découvrent ses films avec fascination, étonnées par cette énergie brute, par ce charme intemporel, par cette liberté qui semble défier les époques. Belmondo appartient à l'histoire du cinéma mondial, aux côtés des plus grands. Mais il garde une place particulière en France, comme un visage familier que l'on n'oublie jamais, une voix intérieure qui rappelle la force de vivre pleinement, sans jamais céder aux obstacles. Jean-Paul Belmondo fut un acteur, une star, une légende, mais surtout un homme qui incarnait à l'écran ce que beaucoup rêvaient d'être, libre, courageux, insouciant et profondément humain. Son héritage n'est pas seulement celui de ses films, mais celui d'une attitude, d'un regard sur la vie, d'une manière d'affronter l'existence avec panache et tendresse. Et c'est pour cela que son souvenir ne s'éteindra jamais. Dans chaque sourire, dans chaque cascade, dans chaque réplique, dans chaque éclat de rire, Belmondo continue de vivre. Car Jean-Paul Belmondo n'était pas seulement un acteur de cinéma. Il était le cinéma lui-même, dans toute sa splendeur, sa générosité et son éternité. Au crépuscule de sa vie, Jean-Paul Belmondo portait en lui l'aura d'une légende, mais aussi les stigmates d'un parcours fait de cascades, de passions et de blessures. Après son grave accident vasculaire cérébral en 2001, il avait perdu une partie de ses facultés physiques, et pourtant, fidèle à sa nature combative, il avait choisi de se relever, de réapprendre à marcher, à parler, à vivre, avec une ténacité qui bouleversait autant ses proches que ses admirateurs. Dans ce combat acharné, on retrouvait le Bébel des grands jours, celui qui refusait toujours la défaite, qui croyait que rien n'était jamais totalement perdu tant qu'il restait une étincelle d'énergie pour continuer à avancer. Ses apparitions publiques, même plus rares, devenaient des moments de communion, car à travers son corps marqué par l'épreuve, c'était son âme invincible qui brillait encore. Entouré de sa famille,
Chéri par le public, il acceptait son vieillissement avec une sagesse mêlée de malice. On le voyait sourire, plaisanter, savourer chaque instant comme s'il s'agissait d'un cadeau. Et dans son regard, on percevait cette profonde gratitude envers la vie, qui, malgré ses coups durs, lui avait offert une trajectoire extraordinaire, l'ayant transformé d'un jeune homme moqueur et séducteur en une icône intemporelle. Belmondo incarnait alors plus que jamais la mémoire d'une époque, celle du cinéma audacieux, libre et effervescent des années 1960 et 1970, mais aussi la force tranquille d'un homme qui avait su traverser toutes les tempêtes. Quand il s'éteignit en septembre 2021, la France entière pleura son départ, et les hommages affluèrent du monde entier. On ne pleurait pas seulement un acteur, mais une figure qui avait incarné la joie de vivre, le panache, le courage et une certaine idée de liberté. Ses films, ses sourires, ses répliques cultes, tout cela demeure gravé dans la mémoire collective comme une flamme qui ne s'éteindra jamais. Jean-Paul Belmondo avait quitté la scène, mais il restait, pour toujours, présent dans les cœurs. Et aujourd'hui, à travers ces images, à travers ces récits, nous voulons encore lui rendre hommage, rappeler combien il a marqué l'histoire et combien son héritage continue de nous inspirer. Si vous avez aimé cette plongée dans la vie extraordinaire de Jean-Paul Belmondo, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à partager cette vidéo pour que le souvenir de Bébel continue de rayonner au-delà du temps et des générations. Ensemble, gardons vivante la légende.